Nouvelle session d'information sur Eden TV. Bienvenue à tous. Merci de nous rallier. Tournée statutaire du préfet du département de l'Atlantique dans les différentes communes de sa juridiction le 15 octobre. C'était le tour de la commune d'Abomey-Calavi de recevoir le préfet Jean-Claude Kodja. Les pires formes de travail des enfants sont enregistrées au Bénin comme dans de nombreux pays à travers le monde. Nous parlerons dans cette édition de la réinsertion sociale de ces enfants repêchés dans notre pays. Et puis inondation. En France, Édouard Philippe, en déplacement près de Nantes, fait état d'un premier bilan provisoire de 6 morts dans le département de l'Aude. Bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, vient d'entamer une tournée statutaire dans les différentes communes sous sa juridiction. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a été la première destination ce 15 octobre 2018, à un moment où les populations étaient massivement mobilisées pour accueillir l'autorité préfectorale et sa forte délégation. Compte rendu, Samson Oké et Romaric Devauchy. C'est avec les honneurs dus à son rang que le préfet du département de l'Atlantique a été accueilli dans la matinée de ce lundi à la mairie d'Abomey-Calavi. Une visite statutaire qui relève des prérogatives de l'autorité préfectorale. Après un court instant de tête-à-tête avec la première autorité de la commune, la délégation préfectorale s'est dirigée vers la salle des jeunes de la mairie. Ici, l'attendait déjà la population massivement mobilisée, les têtes couronnées, les leaders religieux à diverses tendances, les élus locaux, les conseillers communaux et les responsables à divers niveaux de la commune. Le maire Georges Bada, après ces mots de bienvenue, est revenu sur quelques-unes des actions de son conseil à la tête de la commune. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population d'Abomey-Calavi, plusieurs réalisations ont été effectuées dans maints domaines de la vie sociale. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, des modules de salles de classe ont été construits dans les écoles primaires publiques des arrondissements de la commune. Des mobiliers scolaires ont été également mis à la disposition des dites écoles. Dans le domaine de l'équipement marchand, plusieurs hangars ont été réalisés dans les marchés de Godomey et de Toba. La commune d'Abomey-Calavi s'illustre par des actions de bonne gouvernance. C'est ce que dira le porte-parole des conseils communaux à qui l'honneur a été fait de présenter les caractéristiques de la commune. Avec près de 700 000 habitants repartis dans 9 arrondissements et 149 villages et quartiers de ville établis sur une superficie de 539 km², soit 20% de la superficie totale du département de l'Atlantique. Abomey-Calavi, ville dortoir par excellence de Cotonou, depuis la 3e mandature en 2015, porte une vision de changement, inspirée par les idéaux démocratiques et de transparence et par des valeurs de responsabilité citoyenne et républicaine. Pour le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, c'est toujours avec satisfaction qu'il s'acquitte de ce devoir républicain. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que je viens ici à Abomey-Calavi m'acquitter de ce devoir républicain. C'est lui d'évaluer avec vous le chemin parcouru sur le boulevard de la décentralisation. Donc je viens ce matin pour vous féliciter pour vos succès et pour vos échecs, les relever avec vous et y trouver avec vous des solutions pour que nous les surmontions. Durant les quelques heures qu'a duré cette rencontre, aucune préoccupation des citoyens n'est restée sans réponse. Au terme des échanges, des engagements ont été pris de part et d'autre pour la bonne poursuite de la gouvernance locale.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé dans la matinée de ce lundi 15 octobre au lancement de la deuxième édition des examens de licence pour le compte des établissements privés d'enseignement supérieur. C'était au CEG Saint-Rita de Cotonou, un pari gagné pour le gouvernement qui se félicite de la concrétisation de cette réforme. Marie-Odile Atanasso, qui s'est réjouie de cet état de choses, a aussi invité les candidats à se faire évaluer en toute sérénité. On l'écoute au micro de Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Deuxième édition des examens de licence au niveau national. Nous avons, par rapport aux chiffres, il y a une augmentation de plus de 100% par rapport à l'effectif de l'année dernière, ce qui montre qu'il y a beaucoup plus d'établissements privés qui ont présenté des candidats cette année. Donc c'est pour tout intérêt pour notre pays, c'est une bonne chose et j'encourage les candidats à vivement bien travailler. 5656 comparativement à 2174 l'année dernière, ce qui signifie qu'il y a une véritable augmentation. Comme c'est beaucoup de domaines, donc ça va s'échelonner sur 2 semaines. C'est un pari et je crois que de plus en plus tout le monde est conscient de l'utilité de cet examen. C'est pour le développement de notre pays et pour le développement de la jeune génération. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, en 2013 déjà, 168 millions d'enfants entre 4 et 14 ans travaillent dans le monde. Plus de la moitié d'entre eux seraient victimes des pires formes de travail. Au Bénin, les enfants travailleurs sont retrouvés sur les sites de recyclage de fer, dans des ateliers de soudure, des carrières de concassage de gravier et autres. Plusieurs structures comme Terre Rouge œuvrent pour la réinsertion sociale de ces enfants retrouvés sur ces chantiers. Suivez ce magazine que vous propose la rédaction d'Eden Télévision à ce sujet. À Meyenvo, la quinzaine environ, enfant de la rue depuis 2014, il collecte et vend des ferrailles, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Abandonné par sa famille, il passe actuellement ses nuits à la Belle Étoile. 2014, non bleu En 2014, je ne faisais pas ce travail. J'étais à Tokpa et j'aidais les gens. Grâce à mes amis, j'ai connu le centre Aïdiedo. Mais maintenant, je dors sous l'étalage d'une bonne dame à côté. Le jeune Ameyenvo, avant de se retrouver à la rue, avait été récupéré par l'organisation non gouvernementale Terre Rouge qui lui avait offert un dortoir pour y passer la nuit. Notre stratégie, c'est de se faire amis avec eux. On les met en confiance. Parfois, on entre en contact avec eux par le biais des soins. Parce que c'est des enfants qui se blessent. Ils se blessent et puis nous, on se propose de leur faire les soins. Et comme ça, pendant le soin, on leur parle de notre centre qui est à Aïdiedo. Ils peuvent passer par là pour se reposer et pour se distraire un tout petit peu parce que nous leur proposons tout ça. Mais actuellement, c'est plus orienté vers le dortoir parce que dans la nuit, c'est des enfants qui ont travaillé toute la journée et après, ils ont de l'argent, ils gagnent. Et puis, il y a les plus grands, les adultes de rue qui leur arrachent ça pendant la nuit, qui les violentent, qui les violent. Une stratégie à laquelle s'ajoute une démarche psychologique qui aboutit à la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes. L'enfant a derrière lui une famille. On commence l'enquête sociale, on va dans la famille, parfois les familles acceptent, parfois ils n'acceptent pas. Dans le deuxième cas, quand la famille dit « Ah, voilà, cet enfant, il a déjà fait beaucoup de temps et dans la rue, je ne veux pas le réintégrer dans notre famille, il risque de contaminer. » Voilà, l'enfant devient une maladie ou bien un microbe qui peut contaminer d'autres enfants. Donc, nous avons pensé à l'autre stratégie qui est de le réinsérer dans la profession, donc d'où la réinsertion socio-professionnelle. Et nous avons développé une équipe de patrons qui sont dans un réseau, le réseau des patrons, qui acceptent aussi de faire un peu le sacrifice. Parce que ces patrons-là, on ne leur donne rien. Et ils commencent, ils sont acquis à la cause et à chaque fois, on les appelle pour leur faire des formations. L'ONG Terre Rouge a déjà participé à la réinsertion socio-professionnelle de plusieurs jeunes. C'est le cas de Nassis qui est en passe d'obtenir son diplôme de coiffeur.
Il y en a des il y en a tout fait. Ben à quand même, au sein de l'hôtel rouge. Bon, l'hôtel rouge, ben il me candie, journée. Badano, on les voit, ben il me badano. Grâce à mes amis, j'ai connu Terre Rouge. J'ai été bien traité. En automne, je vais passer mon examen de fin de formation. Avant, je pensais que c'était difficile d'apprendre un métier, mais aujourd'hui, je ne peux plus collecter les ferrailles. Pour retourner à Tokwa, parce que je sais faire quelque chose. Le travail des enfants ne cesse de prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale. 168 millions d'enfants sont en situation de travail dans le monde. Le phénomène touche un enfant sur 2 au Bénin. Selon le Comité des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, en 2016, le travail des enfants est passé de 34% à 52,5%. Une situation qui constitue un obstacle à l'éducation des enfants travailleurs. Un phénomène qui persiste malgré l'arsenal juridique dont dispose le Bénin et les multiples sensibilisations. Cinéma à présent, au Bénin, de jeunes réalisateurs et acteurs tentent depuis quelques années déjà d'inscrire le pays dans le cercle restreint des terres de prédilection du 7e art. Mais ils se heurtent toujours à des difficultés dans un pays où l'investissement dans l'image et le son fait énormément défaut. Le cinéma est un secteur sans industrie au Bénin. C'est un magazine de Fréjus Serroulan pour Eden Télévision et Diaspora FM. C'est un peu compliqué. Ça m'a permis de voir que être actrice, c'est bon et c'est du boulot. Pourquoi tu fais ça? La toute première fois que je joue un rôle du genre, c'était une très belle expérience pour moi. L'éclosion des films béninois depuis quelques années révèle des talents cachés. Acteurs, ingénieurs ou réalisateurs, ils raflent des prix à l'international. FESPACO, Clapivoix, Lusso et bien d'autres festivals sont pénétrés par le génie béninois. C'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes? Une blague? Démissionner, Noam. Tu sais très bien comment ça a été difficile pour moi d'avoir ce boulot. Très difficile. Et tu en as souffert aussi. Comment tu peux me demander de démissionner? Malgré la production de films, le cinéma béninois serait inexistant. Nous n'avons pas un cinéma qui existe. Un cinéma béninois, ça veut dire des films qui sortent de façon régulière chaque année, avec un objectif précis. Et qui sont positionnés sur des marchés qui existent et qui permettent de rentabiliser et de faire retourner la machine. C'est ça ce qu'on appelle un cinéma, ça n'existe pas. Plusieurs facteurs concourent à cet état de choses. Au premier peloton, le faible engagement de l'État. En France, plus qu'ailleurs, c'est l'État qui finance le cinéma. Si vous voyez un film, vous avez toujours la participation du Centre national de cinématographie. Si vous ne voyez pas France 2, vous allez voir telle chose, vous allez voir des entreprises qui financent le film. C'est comme ça. Il y a de grandes entreprises qui reçoivent elles-mêmes des subventions de l'État, qui financent les films, qui ont intérêt, parce que l'État leur fait des exonérations, et elles ont donc intérêt à financer le cinéma. Ici, ça n'existe pas. La mauvaise gestion de la petite contribution de l'État est aussi indexée. Même si ce n'est pas encore suffisant, nous avons au moins un petit fonds qui est mis à disposition pour la production cinématographique. Mais à ce niveau, malheureusement, je ne le dis pas pour donner des leçons, c'est du gâchis, ça c'est mal exploité. Et bien sûr, là quand on parle du cinéma, on parle du cinéma exportable. On ne parle pas de ce qu'on fait dans les rues, sans aucune norme, sans aucun code. Voilà, c'est de ça que nous parlons. L'État fait des choses qui ne sont même pas exportables dans les festivals. Il y a des fonds dans les ministères où on fait des téléfilms qui passent qu'à la télé. Une fois que c'est diffusé à la télé, ça ne sert à rien, ça ne va nulle part. Ça, c'est pas du cinéma. Mais un travail de fond doit être aussi opéré au niveau des structures de financement privées. Parce que les banquiers ne comprennent pas l'activité. On ne peut pas prendre un prêt, produire une série ou un long métrage, je dirais une série plutôt, sans avoir ce que nous appelons la période de décalage. On ne peut pas vous faire un prêt et demander que vous commencez par rembourser 1 mois, 2 mois après, alors que la production peut durer 1 an. Par ailleurs, la réorganisation complète du secteur du cinéma s'impose. Sinon, si on était organisé, ce serait plus facile. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Mais il faut qu'on s'organise. J'ai déjà essayé de motiver certains types de rassemblements. Les rassemblements qui se font dans les grands pays de cinéma sont des rassemblements corporatistes. C'est-à-dire que un cadreur, c'est un cadreur.
Un réalisateur, c'est un réalisateur. Un scénariste, c'est un scénariste. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se faire passer pour le monteur, le cadreur, le script, le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Ça ne marchera jamais. Distribuer un film, distribuer un programme de télévision, c'est un métier. Et si vous décidez de rentrer ou de les laisser, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire et bien le faire. Parce que quelle est la chaîne qui doit pouvoir avoir la primeur de la diffusion? Tout ça, c'est à apprendre. L'industrie cinématographique béninoise est donc à mettre en place pour faire des petites gloires de grandes victoires. En nous disant, chaque année, nous devons tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, voilà. Le cinéma, une question de souveraineté, un secteur porteur de devises, promoteur de la culture et du tourisme, c'est possible. Voter en code pour le régir et y investir fera inévitablement atterrir le Bénin dans le cercle des pays détenteurs d'une industrie cinématographique de qualité. Passons maintenant à l'actualité internationale pour nous rendre d'abord au Burkina Faso où la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara a été posée à Ouagadougou 31 ans jour pour jour après l'assassinat du père de la révolution burkinabé, parfois qualifié de Tché africain. La statue de 5 mètres de haut sera érigée au siège du Conseil national de la révolution où le président Thomas Sankara, c'est de lui qu'il s'agit, a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à l'âge de 37 ans. Les héritiers, amis, sympathisants et la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour, d'où pourront être engagés des luttes pour des combats nobles et justes, présents et futurs. Essayer d'une certaine façon de garder la mémoire de l'homme dans ce temple, parce que nous voulons que ce soit un temple. La symbolique, c'est là où on a voulu tuer l'homme et ses idées, et bien que cet homme-là renaisse au même endroit avec les idées encore plus grandes. C'est ce que nous voulons pour le capitaine. Il y a 20 ans disparaissait le dernier poilu sénégalais de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye Ndiaye. Il faisait partie des quelques 600 000 soldats des colonies qui furent enrôlés souvent de force par la France pour aller combattre sur les fronts les plus périlleux de la Grande Guerre. Le village de Tiavor, dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais. Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée. En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. Inondation en France maintenant. Édouard Philippe, en déplacement près de Nantes, fait état d'un premier bilan provisoire de 6 morts dans l'Aude, département frappé par des chutes d'eau sans précédent ces derniers jours. Mais le Premier ministre français prévient qu'il est possible que ce bilan s'avère encore plus grave. Écoutons-le. De très importantes précipitations sont intervenues dans l'Aude toute la nuit et encore dans la matinée, créant des dégâts matériels et humains considérables. Le bilan provisoire à l'heure où je vous parle
fait état de 6 victimes, mais il est provisoire et au fur et à mesure des reconnaissances qui interviendront dans l'intervention des secours, il est possible qu'il s'avère plus grave. Le 16 octobre 2017, il y a un an donc, la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia mourait dans un attentat à la voiture piégée à quelques mètres seulement de son domicile, soulevant l'indignation de toute la communauté internationale. Un an après, les commanditaires de ce meurtre courent toujours et ceux qui entendent poursuivre le travail de la journaliste sont à la peine. Reportage. Tania vient tous les mois fleurir le mémorial dédié à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, elle n'a qu'un mot à la bouche, justice. Les 3 suspects sont certes sous les verrous et leur procès devrait bientôt commencer, mais le commanditaire, lui, n'a toujours pas été identifié. Si la personne qui est responsable de cet acte est identifiée, alors peut-être que nous arriverons à être en paix, car nous verrons que la justice a fonctionné. Trafic d'essence, Panama Papers, corruption, blanchiment d'argent, Daphne enquêtait sur tous les sujets qui fâchent, et notamment au plus haut niveau de l'État maltais. Manuel Delia, blogueur et ami de Daphne, continue le combat, malgré les menaces et les accusations de trahison. La démocratie est en panne ici. L'état de droit ne prévaut pas. Les institutions sont totalement cooptées et elles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement est aux mains de gens qui n'ont que le pouvoir et le profit en tête. L'enquête aurait révélé des liens entre l'un des suspects et le ministre maltais de l'économie, qui nie toute implication. L'opposition, elle, a décidé de monter au créneau. Nous n'avons pas juste perdu Daphne, nous avons perdu une journaliste d'investigation, nous avons perdu une voix qui était tellement importante pour notre démocratie. Si Daphne n'est plus, ses enquêtes, elles, sont bien vivantes. Un groupe composé de 18 médias du monde entier a décidé de poursuivre le travail de la journaliste sous le nom de Projet Daphne, et la mobilisation ne s'est pas arrêtée là. Il y a un groupe de femmes qui s'est créé sous le nom de Occupy Justice. Ce sont des femmes très déterminées, pas des idiotes, qui ont eu le courage de dire au Premier ministre qu'elles n'avaient pas peur de le dénoncer. C'est sans précédent. Elles ont puisé leur courage en Daphne. La famille de la journaliste a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir si sa mort aurait pu être évitée, une requête que le gouvernement maltais n'a toujours pas acceptée à ce jour. Le temps passe inexorablement et la mise en œuvre du Brexit se précise de jour en jour en Grande-Bretagne. Mais pour les habitants de Dromuley-Polyp, petit territoire irlandais enserré en Irlande du Nord, la vie sans une frontière ouverte entre les deux pays est tout simplement inimaginable et évoque la sombre époque des checkpoints. Reportage. Passez de la République d'Irlande en Irlande du Nord et vous pourriez bien la rater. Seul un marquage légèrement différent sur la route matérialise la séparation entre les deux territoires. Mais si le scénario d'un Brexit dur et d'une rupture nette avec l'Union européenne se confirme, des contrôles pourraient voir le jour le long de cette frontière de 500 km. Dromuley-Polyp est une petite zone d'Irlande enclavée dans le territoire du Nord. Ici, la frontière traverse des routes, des maisons et même des commerces, comme cette station-service qui accepte à la fois les livres et les euros. Pour bon nombre de riverains, l'absence de contrôle à la frontière est indispensable. Il m'arrive de traverser la frontière 20 ou 25 fois par jour, selon les routes que j'emprunte. Beaucoup d'habitants de la région se disent frustrés par les décisions prises à Londres et à Dublin, loin de leurs préoccupations quotidiennes. Ils ne savent pas vraiment ce qu'est la frontière. Ils pensent juste qu'il y a une route et que c'est un passage à niveau. C'est complètement différent quand on vit sur place. Les plus âgés se souviennent du conflit nord-irlandais et ses plus de 3500 morts, lorsque des groupes armés combattaient les Britanniques pour unir le Nord et le Sud. Pat Traynor, conseiller municipal du Sinn Féin, a perdu un doigt dans les combats. Pour lui, si le Brexit rétablit les contrôles aux frontières, son parti, qui milite pour la réunification de l'Irlande, pourrait obtenir plus de soutien. Le débat autour du Brexit montre bien qu'ils ont tracé une frontière illogique et contre nature dans notre pays. Le Sinn Féin veut et fait tout pour que l'Irlande soit unie et indépendante. Toute l'attention focalisée sur cette démarcation contribue à ce débat.
Et pendant que les négociations sur le Brexit se poursuivent, les habitants de ce petit coin d'Irlande, eux, retiennent leur souffle. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable suite de programmes sur Eden Télévision.